Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Un petit message pour vous rappeler qu'on se pose et on cause est toujours un podcast indépendant. Du coup, la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous soutenir, c'est vous abonner, si c'est pas déjà fait, et mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute préférées. Vous pouvez aussi donner votre avis sur l'épisode, continuer la réflexion ou me corriger si besoin, tout en restant respectueuse dans l'espace commentaire. Et puis, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux autour de vous. Évidemment, ça me fera plus d'écoute, mais ça lancera aussi des discussions animées avec vos proches. Et pour celles qui veulent vérifier ce que je dis ou aller plus loin, je vous rappelle que mes sources sont toujours indiquées dans la description de l'épisode. Et sur ce, bonne écoute! Et la France, c'est pas ça. La France, ça doit pas être ce truc où on monte les uns contre les autres pour garder les privilèges de quelques-uns. Le patriarcat préexistait au capitalisme, donc il peut lui survivre. La France, elle est vraiment au bord d'une maladie qui est le fascisme. L'escroquerie, c'est qu'on a fait prendre l'extrême droite pour la droite et la gauche pour de l'extrême gauche. Pour moi, on ne peut plus parler d'inaction climatique, mais d'action délibérée, de destruction du vivant. On parle de désirabilité depuis avant, on n'est pas à la Fashion Week. Là, le sujet, c'est très très simple. C'est la dignité des gens. Si nous, on nous répète tout le temps, toujours, qu'on n'est pas ici chez nous. Pourquoi il y a des hommes déguisés en femmes? Faut répondre quoi à ta gamine de 9 ans? Que c'est une personne qui prône la paix avec des cheveux longs. On se pose et on cause. Le podcast qui donne la parole à ceux qu'on entend le moins. Notamment les jeunes. Et qui vulgarise les sujets politiques du quotidien. En tant qu'étudiante, la question des formes de mobilisation citoyenne, étudiante, pro-palestinienne, je pense qu'elle me concerne. Et elle me concerne et en plus de ça, elle m'intéresse. Du coup, quand je suis arrivée à l'Université de Genève, j'ai été particulièrement contente de rencontrer la coordination étudiante pour la Palestine, la CEP, qui lutte notamment pour le boycott universitaire des institutions israéliennes. Vous l'aurez compris, c'est donc de ça dont on va parler aujourd'hui, du boycott universitaire, et plus largement de pourquoi est-ce que nous, étudiantes, pensons que cette résistance, elle est légitime et même nécessaire. Pour parler de tout ça, je suis accompagnée de 2 membres de la CEP. Donc bonjour à vous toutes, à vous deux, merci d'être venus. Et peut-être avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, moi je m'appelle Yousra, je suis membre de la coordination étudiante pour la Palestine à l'Université de Genève depuis sa création donc en mai 2024. Et puis voilà, depuis la première occupation, je suis active à la CEP. Salut, moi c'est Maëva, je suis aussi étudiante à l'Université de Genève. J'ai commencé aussi avec Yousra au début de la CEP. Et voilà, on est très actifs au niveau de l'université, des fois un peu de la ville, des fois du pays, et voilà. Donc on va pas revenir sur l'histoire de la Palestine parce que c'est pas notre rôle, on vous donnera peut-être des recommandations, je vous mettrai des recommandations dans la biographie de l'épisode, mais par contre on va revenir sur la création, le contexte de la création de la coordination étudiante pour la Palestine. Et donc, encore une fois, je laisse la parole à Yousra et Maëva. Alors, la coordination étudiante pour la Palestine à l'Université de Genève, c'est marrant parce qu'au début, on était à peu près 10 personnes. Et puis, ça a commencé avec un message sur un groupe Telegram un peu random qui partageait les informations sur les manifs, ce genre de choses. Donc, c'était tout simple. C'était un petit message qui disait, voilà, est-ce que des personnes veulent se mobiliser à l'université pour la Palestine ? Et puis, à ce moment-là, il y avait déjà le CUP à l'UNIL. Donc en fait, et dans le reste du monde, exactement. Donc il y avait déjà toutes les occupes aux États-Unis. Et puis après, en fait, la première occupe en Suisse, c'était vraiment l'occupe à l'UNIL. Et puis du coup, c'est... Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est l'UNIL pour les personnes qui ne connaîtraient pas ? Ouais, c'est l'université de Lausanne, du coup. Ouais, donc en fait, le mouvement, il a vraiment démarré à Lausanne, à l'université là-bas. Et puis nous, à Genève, on s'est dit, en fait, il faut qu'on se mobilise aussi. Donc comme j'ai dit, ça a commencé avec un petit groupe de peut-être 9-10 personnes qui ont eu 2-3 réunions au début. Et puis on s'est dit, en fait, il faut qu'on se mobilise aussi à Genève parce que voilà, c'est quand même la ville des droits de l'homme, où il y a pas mal de conventions qui ont été signées. Et puis surtout, en tant qu'étudiant en général, il fallait qu'on se mobilise pour la cause. Parce que, voilà, pour diverses raisons, on est la jeune génération qui va porter le mouvement aussi. Et donc, voilà, on a commencé à en parler un peu autour de nous. On s'est dit, on s'est fixé une date et puis on s'est dit, voilà, dans 4 jours, on va
on va occuper. Et puis on a commencé à faire des réunions pour en fait organiser le CUP. Et Oui, du coup, en fait, ça a été pour nous le moyen de rejoindre le mouvement étudiant mondial qui s'est créé à ce moment-là pour contester le génocide à Gaza, qui avait commencé depuis déjà des mois, et pour aussi, dans un autre temps, dénoncer tout court les atrocités en Palestine depuis des années. Mais c'est vrai que c'est quand même l'urgence de ce qui se passait à Gaza qui a mobilisé à ce moment-là les étudiants. On était pas mal... Enfin, en tout cas, c'était mon cas personnellement. J'étais plus, à ce moment-là précis, en capacité de poursuivre ma vie normalement et de réviser. On n'était pas très loin des examens, ce qui nous a valu beaucoup de critiques parce que pour certaines personnes, on a pu passer pour des jeunes qui voulaient pas aller réviser, alors qu'en fait, honnêtement, on était beaucoup de jeunes qui étaient plus capables de réviser parce qu'on était passifs devant tout ce qui se passait depuis des mois et que ça nous rendait gentiment fous. Donc voilà, on s'est lancé sans trop... je pense, par exemple, à ce moment-là, la CEP n'avait pas vocation à durer jusqu'à aujourd'hui et qu'on en parle encore. On s'est lancé dans une CUP, dans l'urgence de la situation et pour rejoindre le mouvement. Et voilà, de là, la CEP s'est créée. C'est ça. Et puis du coup, on a travaillé quand même sur la forme un petit peu. Donc on avait des revendications à ce moment-là. Pour être plus précis, on avait 6. Et puis, on a aussi travaillé sur l'organisation, donc divers groupes de travail qu'on appelait GT. Et puis, par exemple, il y avait groupe de travail médias, donc certaines personnes qui étaient chargées de parler aux médias ou de donner les conférences de presse, ce genre de choses. Il y avait, je sais pas moi, le groupe de travail, le GT Bouffe, qui s'occupait plutôt, par exemple, de tout ce qui était cuisine. Parce qu'à ce moment-là, on avait le CUP dans le hall. Puis du coup, on avait une table où les gens ils pouvaient faire des dons. Et puis, on a beaucoup qui ramenaient des courses, des dons monétaires, ce genre de choses. Donc, on avait besoin aussi d'un groupe qui s'occupe de tout ça. Je ne vais pas faire le tour des GT, mais c'était vraiment une organisation comme ça, un peu en fourmilière, où il y avait des gens qui rejoignaient tous ces petits groupes et puis qui prenaient en fait une tâche précise. Et puis on se connaissait un peu entre nous. Et puis voilà, à un certain moment, si on avait besoin de, je sais pas, quelqu'un qui a ramené un sac de courses, ou si on avait besoin d'un micro ou d'une table ou de ce genre de choses, on savait un peu qui contacter. Donc oui, en fait, on était un peu tous dans cette situation où en fait on regardait ce qui se passait à Gaza de loin sur nos téléphones. Et puis il y avait atrocité sur atrocité, donc je vais pas faire la liste, mais des enfants qui étaient sortis de sous les décombres, et vraiment c'était assez choquant. Des images, je sais pas comment le décrire, mais un peu je m'étais renseignée un peu sur ça. C'est un peu le PTSD, mais de loin, en mode on vit les choses, mais sans les vivre personnellement. Mais du coup, notre cerveau, il engrange quand même tout ce type d'informations. Et puis, c'était vraiment... en fait, tout plein de personnes à l'Université de Genève qui n'en pouvaient plus et puis qui étaient vraiment dans ce sentiment de burn-out. Cette fatigue aussi, cette incapacité de réfléchir, de vraiment se poser, de trouver un moment de calme. Et voilà, comme ça a été dit, c'était vraiment une réaction dans l'urgence aussi de ce qui se passait là-bas. Ok, donc pour commencer sur vraiment notre sujet du jour, sur le boycott, qu'est-ce que le boycott ? Le boycott, c'est refuser collectivement d'entretenir une relation, qu'elle soit politique, culturelle, économique ou autre, avec une personne ou une institution dans le but d'exercer une pression. L'idée de boycotter Israël, elle n'est pas nouvelle. Déjà après la création de l'État, les États arabes, ils avaient décidé collectivement de boycotter politiquement et économiquement Israël. Cette décision, c'était le résultat d'une résolution de la Ligue arabe et donc c'était le résultat de politiques officielles. Depuis, on est plutôt sur un boycott davantage citoyen qui se matérialise avec le mouvement BDS. Et BDS, c'est le label international qui se traduit en français par boycott, désinvestissement et sanctions. Il appelle donc au boycott, au désinvestissement et à des sanctions contre Israël,
jusqu'à ce que l'État respecte le droit international et les principes universels des droits humains. Derrière ce boycott, l'idée, c'est de modifier les rapports de force sans engendrer de violence. Au niveau de sa forme, BDS, c'est un mouvement qui n'a pas de hiérarchie, pas de véritable organisation centralisée et donc pas de chef. Et donc au sein de ce mouvement, il existe plusieurs branches, plusieurs formes de boycott. Tout d'abord, peut-être le plus évident, il y a le boycott militaire. En effet, l'industrie de l'armement et de la sécurité, elle constitue un pilier essentiel de l'économie israélienne. La revendication principale, c'est donc de stopper les coopérations militaires et scientifiques avec l'armée israélienne et les entreprises du secteur de l'armement et de la sécurité en Israël. Ensuite, peut-être le plus visible, il y a le boycott économique, qui vise les entreprises et institutions privées qui entretiennent des liens avec le régime israélien. À noter que l'économie israélienne, elle est particulièrement dépendante du commerce et des investissements internationaux, notamment européens et états-uniens. Il y a aussi le boycott sportif qui fait écho au boycott du régime d'apartheid sud-africain et qui vise les manifestations sportives dans lesquelles l'État d'Israël il est officiellement représenté. Ensuite, la page web française du mouvement BDS, elle mentionne aussi le boycott syndical parce que les syndicats palestiniens y jouent un rôle important dans la lutte du peuple palestinien pour la liberté, la justice et l'égalité. De plus, l'État d'Israël il cherche constamment à détruire l'économie palestinienne en dégradant notamment les conditions de vie des travailleuses palestiniennes. Et donc avant de continuer sur le boycott académique et culturel, je voulais savoir si ces autres formes de boycott, dont on ne va pas parler plus que ça parce que c'est pas le sujet, est-ce que c'est des formes de résistance que vous appliquez dans votre vie quotidienne ou est-ce que c'est des formes que vous essayez d'appliquer et voilà. Je pense que... je sais que toi aussi, on est très engagé dans le boycott économique. C'est vrai que être informé ou se renseigner, ça nous a vraiment permis de faire du tri dans notre consommation de produits qui viennent d'entreprises qui soutiennent directement, économiquement et aussi publiquement le régime sioniste. Donc c'est vrai que en fait, le boycott, il est nécessaire selon moi, en tout cas à titre personnel, mais il est aussi possible grâce à nos statuts de privilégiés en Suisse, parce que justement l'économie, pouvoir se permettre d'avoir une marge de manœuvre économique, c'est quand même... ça dépend d'où tu viens, ça dépend de comment tu vis, ça dépend de plein de choses. Et c'est vrai que moi j'ai eu un gros débat avec pas mal de personnes sur un peu l'élitisme qui s'est créé autour du boycott, et en fait du fait que ça nous tient tellement à cœur d'attaquer, parce qu'on croit en cette manière d'attaquer et de réduire le pouvoir d'Israël, qu'au début tu essaies d'embarquer tout le monde avec toi et que tu te rends compte que pour des raisons économiques ou même des fois pour des raisons juste de savoir ou de capacité aussi d'alternative, il y a des choses qui sont beaucoup plus dures à boycotter. Moi je sais que je suis chez UBS qui investit énormément en Israël et encore plus depuis le génocide à Gaza. Et c'est un truc que ça fait longtemps que j'essaye de mettre en place, de trouver une bonne alternative pour ma banque. Et en fait, juste, je suis depuis que je sais c'est quoi l'argent chez UBS. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de changer de banque que d'arrêter d'acheter du coca, par exemple. Où là encore, il y a des alternatives qui sont apparues et où on n'est pas sur un besoin ou sur une organisation aussi importante que mon compte en banque. Du coup, voilà. Faut faire chacun ce qu'on peut, je pense, à notre échelle, comme on peut et dans ce qu'on est prêt à boycotter. Mais c'est sûr que oui. Et puis tu as mentionné l'Afrique du Sud, où justement le modèle du boycott est aussi mené par les étudiants à ce moment-là, a beaucoup permis de lutter contre l'apartheid. Et c'est vrai que nous, on est inspirés entre autres par ce genre d'exemple et on applique la méthode qui a montré qu'elle fonctionnait. Et voilà, je crois qu'on y croit assez. Et puis, moi, j'ai envie de rajouter, en fait, un peu la base du boycott, c'est que c'est vraiment la solution, elle est simple, elle est pacifiste, et puis elle est facile à mettre en place au final. Donc, par exemple, parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se mobiliser autant que d'autres. Moi et Maëva, on est dans des groupes, dans des collectifs, on va aux manifs, ce genre de choses, mais il y a certaines personnes, pour des raisons
économiques ou sociales qui peuvent pas forcément se mobiliser à tous les fronts. Et puis le boycott, ça reste vraiment la manière la plus simple aussi de contribuer à sa petite échelle à la lutte pour la libération de la Palestine. Et est-ce que vous avez l'impression qu'autour de vous, ces formes de résistance qui se sont développées, est-ce que vous avez l'impression qu'elles se développent encore ou est-ce que vous avez l'impression qu'elles se maintiennent sur le temps long, par exemple le boycott économique, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a toujours autant de monde qui boycotte, par exemple le Coca, McDonald's, Zara, tout ça? Moi, j'ai assez l'impression qu'en fait, par le boycott, on a aussi eu l'occasion de déconstruire nos soi-disant addictions ou besoins en termes de produits. Et qu'en fait, on est habitué à un mode de vie et les habitudes, ça se prend et ça se perd assez facilement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, par exemple, pas aller au McDo, je pense que c'était un peu dur au début dans le sens où ça reste une alternative pas chère, toujours disponible, partout disponible. En fait, c'est une habitude, le McDo. Et aujourd'hui, ça me traverse jamais l'esprit. Je ressens aucune frustration à être plus jamais retournée au McDo. Je pense vraiment que du coup, ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est appliqué, ça devient plus ou moins naturel. C'est une habitude, donc ça devient facile. Et sinon, l'autre angle que je pense qui est très important par rapport à qui boycotte ou non, c'est vraiment la compréhension de en quoi le boycott a un impact. Et c'est vraiment juste le fait que on ne se rend pas forcément compte que dans notre monde mondialisé, on est vraiment tous interconnectés, encore plus par les échanges économiques, et qu'on a un impact bien plus direct que ce qu'on croit sur ce qui se passe ailleurs, en achetant ou en n'achetant pas, justement. Et essayer d'expliquer aux gens, justement, c'est quoi le soft power, donc le fait de s'infiltrer un peu via la culture, via le sport, via la politique, qui essaie de se vendre via des choses plus légères et plus abordables pour tous. Ou expliquer justement, comme tu viens de le faire, c'est quoi le boycott, historiquement, ou quand ça a fonctionné, pourquoi. Je pense que il faut un peu de la vulgarisation de pourquoi on fait tout ça. Et une fois que les gens comprennent, moi j'ai assez l'impression que justement, comme tu l'as dit, c'est pas un si grand effort. Et du coup, on arrive à le maintenir, je pense. Ok, donc maintenant, on va on va passer au cœur du sujet, on va passer au boycott académique et culturel. Donc, l'idée du boycott académique et culturel, elle est née en 2004 avec le Palestinien Omar Barghouti et la Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel, qui a ensuite donné naissance au mouvement BDS. Mais donc pourquoi est-ce qu'il y a eu ce boycott ? Le boycott culturel, déjà, il s'explique parce que le gouvernement israélien, il cible depuis des décennies la culture palestinienne en détruisant, par exemple, leurs livres ou en interdisant leurs célébrations. Ensuite, la culture, c'est une arme stratégique, une véritable arme stratégique pour Israël, et en fait, c'est une arme de propagande. La culture, elle permet en effet de renforcer le pouvoir d'attraction d'Israël, de promouvoir une certaine culture, une certaine littérature, un certain cinéma qui semble à première vue antimilitariste, féministe, multiculturel, séculier et pro-gay. Ça paraît assez fou, mais le pays, grâce à une intense politique de pinkwashing, il communique énormément sur ce qu'on appelle le cinéma gay, dans le but notamment de se donner une image de pays ouvert et tolérant. De plus, les artistes israéliennes, lorsqu'elles reçoivent des fonds publics pour se produire à l'étranger, elles signent souvent un contrat dans lequel elles s'engagent à promouvoir les intérêts politiques de leur pays, tout en contribuant à créer une image positive d'Israël, loin donc de toute liberté artistique. Les rares artistes ayant répondu à l'appel au boycott, y sont d'ailleurs menacés ou privés de subventions. Concrètement, le boycott culturel, il invite à refuser toute participation à des événements organisés en Israël, mais il invite aussi à ne pas collaborer avec les institutions israéliennes du domaine de la culture, impliquées soit par leur silence, soit par leur participation active aux actions du régime israélien. Du coup, un peu la même question que tout à l'heure, mais est-ce que vous avez l'impression qu'autour de vous, ce boycott culturel, il est important, et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu peut-être un fort engagement au début et que maintenant, cette résistance, elle a tendance à s'estomper ? Je pense par exemple récemment à la série
Stranger Things, qui a genre... La dernière saison. Ouais, où les gens, ils ont pas... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un boycott. Il y a un petit boycott. Après, je pense que là où c'est un petit peu plus compliqué au niveau du boycott culturel, c'est qu'en fait, on a... Je sais pas comment le formuler, mais j'ai l'impression qu'on a moins de clés au niveau de la culture, dans le sens où les institutions culturelles sont en général quand même assez grandes et du coup ont leur propre enjeu politique en termes en tout cas de programmation. Donc pour avoir vraiment un impact direct sur le fait qu'il y ait moins de propositions qui promettent le régime sioniste, je pense que c'est difficile, mais par contre, ne pas se rendre et ne pas soutenir, ne pas aller voir, ne pas l'écouter, je pense que ça, tout le monde le fait, mais qu'effectivement, en général, un truc dont on se rend compte assez vite dans la lutte palestinienne, c'est que les puissants, les gens qui ont le pouvoir dans tous les domaines, ont intérêt à être sionistes pour diverses raisons, et du coup le sont très clairement. Et c'est vrai que moi je pense que c'est des domaines comme l'université, on en parlera, c'est des domaines où c'est un peu dur de lutter parce que c'est moins vaste que l'économie, où justement il y a tellement d'options et de personnes qui proposent des choses. Par exemple, justement, recommencer à consommer local ou quoi, c'est très important, et le boycott permet aussi de mieux consommer. Mais c'est vrai qu'en termes de culture, je trouve qu'il y a moins... je trouve qu'on voit moins ça, en tout cas à Genève, on sent moins ça, je pense. Moi, personnellement, je suis moins renseignée sur le boycott culturel, mais c'est vrai que de ce qu'on voit, j'ai l'impression que ça marche moins bien. Typiquement l'Eurovision. C'est ça, l'Eurovision avec Israël qui participe toujours. Le public a beau boycotter, l'institution ne boycotte pas. Et c'est un peu le défi qu'on a envers les institutions publiques et politiques. C'est que eux, là où un économiste, son but, c'est l'argent, et où du coup, s'il voit qu'on consomme plus, il changera peut-être de ligne directrice. Un politicien, ses enjeux, ils bougent pas avec notre boycott. Du coup, c'est plus une forte pression qu'il faut, je pense, pour faire changer ces choses-là. Et puis j'ai l'impression aussi que l'impact en fait dans le boycott culturel, il n'est pas aussi tangible que dans le boycott économique. On peut pas le chiffrer. Enfin, on peut moins le chiffrer. On peut moins le chiffrer, mais aussi ce que j'ai envie de dire, c'est que par exemple, quand on va faire nos courses, on sort notre téléphone, il y a l'application, on scanne le QR code, voilà pourquoi ce produit est boycotté. Tandis que si c'est un film ou une chanson sur Spotify ou ce genre de choses, moi personnellement, ce que j'ai beaucoup entendu, parce que je lis aussi pas mal, c'est ce truc de il faut séparer l'art de l'artiste. Par exemple, je vais citer une auteure qui est, je crois qu'elle est... Non, en fait, je vais pas me lancer dans ça parce que je suis pas sûre, je vais pas m'embarquer dans ça. Mais voilà, comme j'ai dit, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est vraiment la réplique il faut séparer l'art de l'artiste. Et puis je pense que c'est beaucoup quelque chose qui s'est appliqué aussi dans la musique, dans les films, où par exemple, je sais que dans la musique, il y a Lana Del Rey. Moi, j'adore ses chansons. J'aimais beaucoup parce que c'est vraiment des chansons qui me parlaient. Mais quand j'ai découvert que c'était une sioniste, j'ai tout de suite enlevé les titres de ma playlist. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont dire, en fait, oui, la personne, elle a des positions un peu limites, un peu sionistes, pas très humanitaires, mais la chanson, elle est bien. Alors, voilà. Et puis, c'est dommage, mais je veux dire, c'est quelque chose qui revient assez souvent, et j'imagine que c'est peut-être ce qui s'est passé aussi avec la dernière saison de Stranger Things, où les gens ils se sont dit, en fait, la série, elle est tellement bien, et puis quel impact ça ferait si, moi, individuellement, je clique pas sur lire sur mon compte Netflix. Enfin... Moi, c'est un peu l'analyse que je fais de la chose. C'est plus difficilement quantifiable qu'un boycott économique. Ouais, et puis je pense aussi pour le boycott culturel, il y a aussi ce truc, par exemple, pour les productions cinématographiques, il y a ce truc où, par exemple, s'il y a un ou une actrice qui est sioniste, est-ce que du coup tu boycottes la production parce que derrière tu as tous les ingés, tu as toutes les autres actrices, productrices, etc. Je pense qu'il y a cette question-là, et en plus... Il y a la question il y a certaines personnes qui, oui, sont ouvertement sionistes, et d'autres, en fait, qui n'ont pas pris position. Et il y a ce truc où
d'un côté, tu peux dire que le fait de ne pas prendre position, c'est un silence qui est complice. Mais de l'autre côté, tu peux te dire, en fait, tu connais pas les marges de manœuvre, tu connais pas les contrats qu'elles ont, etc. Que, voilà, peut-être que si elles parlent, derrière, il n'y a plus de contrat, et ensuite, c'est la précarité. Bon, je parle pas des très, très, très grandes personnalités publiques, mais disons les moyennes et les plus petites, je pense qu'il y a ces questions-là qui rentrent en compte. Je pense qu'effectivement, comme pour le boycott économique, faut pas basculer dans des jugements de ceux qui peuvent ou pas le faire, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, des personnes sont coincées par un contrat, par des obligations ou par pure ignorance, parfois, enfin, il y a divers motifs, mais c'est vrai que moi, j'ai de la peine à avoir des excuses pour ces personnes-là autant de temps après. Du coup, effectivement, je sens moins qu'on avance dans ce domaine-là parce que je pense justement que les institutions restent fortes et très complices et du coup arrivent à s'en sortir et à sauver un peu les meubles. Mais oui, factuellement, je pense qu'on applique aussi le boycott culturel. Je pense qu'il le faut et je pense que... Je sais pas, moi, je suis très dérangée par l'idée de séparer l'homme de l'artiste pour toute raison problématique. Parce que voilà, j'estime que c'est les personnes qu'on rend célèbres, parce que c'est bien nous qui les rendons célèbres, vont avoir une vie quand même particulièrement privilégiée, avec énormément d'argent, de pouvoir, de possibilités. Et je pense qu'on a assez de gens bien et talentueux pour en fait rendre ces gens-là riches et célèbres, plutôt que de toujours faire comme si ces personnes-là étaient par essence des célébrités et que c'était pas nous qui les avions érigées à ce statut-là. Ouais, puis je pense aussi que quand tu t'es un ou une artiste, tu mets une partie de toi dans tes productions et du coup, séparer l'homme de l'artiste, c'est assez problématique comme idée. Moi, au-delà de ça, je pense que l'humain ne se sépare pas. L'humain est un et que même l'idée qu'on arrive au travail, on laisse les problèmes derrière la porte, j'y crois pas. Je pense que juste... on est fait pour être nous-mêmes du matin au soir et que justement, qu'on le veuille ou pas, notre bagage politique et émotionnel et traumatique, il est tout le temps avec nous et que justement, faut pas le négliger et qu'on peut pas l'invisibiliser parce qu'il est là. Donc autant le reconnaître et faire avec, quoi. Ok, donc maintenant on va passer au boycott académique qui est donc le sujet du jour. Et lui aussi, ce boycott, il s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, les universités israéliennes, elles entretiennent des liens étroits avec l'institution militaire et sécuritaire de leur pays. Les conseils d'administration ainsi que le corps enseignant des comités de direction universitaire, ils sont majoritairement composés d'anciennes militaires ou de représentantes de l'industrie privée de la sécurité. De plus, l'armée israélienne et les industries de la sécurité, elles emploient constamment des universitaires. Par exemple, les architectes y conçoivent l'architecture de l'opération, les doctoresses y elles élaborent des techniques d'interrogatoire, etc., etc. Et donc, en d'autres termes, les universités, elles développent les armes, matérielles ou théoriques, du nettoyage ethnique. Ainsi, on peut dire qu'elles jouent un rôle important dans l'élaboration et la concrétisation des dispositifs qui servent à la domination, l'oppression civile et militaire du peuple palestinien. Mais aussi, les universités israéliennes, elles restreignent massivement le droit à l'éducation des Palestiniennes en participant à un système scolaire et éducatif ségrégué et raciste. Je pense qu'aussi, il faut rappeler que les universités israéliennes, elles participent physiquement à l'occupation en construisant par exemple des logements universitaires ou une partie de leur campus sur des terres occupées. Du coup, en normalisant l'occupation israélienne par leur implantation géographique, les universités, elles constituent un véritable atout pour le gouvernement israélien. D'ailleurs, les universités israéliennes, elles ne s'opposent pas au blocage, aux fermetures, aux destructions ou au pillage des établissements palestiniens. Elles ne s'opposent pas au fait qu'Israël ne fournisse aucun financement aux universités palestiniennes et que celles-ci dépendent grandement de l'aide des organisations non gouvernementales ou des dons provenant de l'étranger. Pour le dire autrement, et pour reprendre les mots de l'anthropologue israélienne Maya Wind, les universités israéliennes, elles continuent non seulement à participer activement à la violence de l'État israélien contre les Palestiniens, mais aussi à contribuer par leurs ressources, leurs recherches et leurs études à maintenir, à défendre et justifier cette oppression. Ensuite,
au sein même des cursus universitaires, il y a des avantages qui sont réservés aux anciennes soldates et surtout à celles qui ont fait leur service dans des unités combattantes. Pour vous donner un exemple, les universités, elles doivent accorder un traitement particulier aux soldats réservistes sous forme de bourse d'études. Et c'est pas rien parce que les réservistes et les soldats israéliennes, elles représentent une étudiante sur 5. Concrètement, le boycott académique, il consiste 1. À sensibiliser les profs, les étudiantes et le grand public au sujet, à la cause palestinienne. 2. Il consiste à renoncer à toute collaboration avec le monde académique israélien. 3. Il consiste à soutenir les institutions académiques palestiniennes. Et 4. Il consiste à refuser d'évaluer les publications universitaires basées dans des universités israéliennes complices. Ce boycott, il est donc plutôt compréhensif dans le sens où il rejette le boycott des personnes lorsqu'il est basé sur leur identité, c'est-à-dire sur leur religion, leur citoyenneté ou leur sexe. Pour le dire autrement, le boycott académique, il ne vise pas les universitaires israéliennes parce qu'elles sont israéliennes, mais bien parce qu'elles ne défendent pas les droits des Palestiniennes et dépendent d'une institution complice. Ainsi, le boycott institutionnel, il n'est pas en contradiction avec la défense du droit universel à la liberté d'expression. Je voulais aussi ajouter que si aujourd'hui j'ai choisi de m'intéresser au boycott académique, c'est pas seulement parce que je suis étudiante, c'est aussi parce que j'étudie dans une université occidentale. En effet, en plus d'être un État construit par les puissances occidentales et notamment européennes, Israël, c'est un pays qui a énormément de liens avec les États-Unis et l'Union européenne, que ce soit politiquement, économiquement, mais aussi académiquement. De nombreuses universités occidentales collaborent avec des institutions israéliennes, par exemple à travers des échanges académiques. Plus simplement, et comme l'explique l'historien israélien Ilan Pappé, le monde académique israélien, il dépend presque totalement du monde académique occidental pour sa survie financière et scientifique. C'est d'ailleurs pour ça que je crois vraiment qu'il est essentiel pour nous, occidentaux, de soutenir la lutte du peuple palestinien et notamment en répondant aux appels au boycott. Pour ce qui est de la Suisse, plusieurs institutions sont impliquées dans des programmes d'échange ou des coopérations avec des institutions israéliennes. Qu'en est-il pour l'Université de Genève ? Quelles sont vos revendications ? Du coup, c'est vrai que comme tu l'as dit, les institutions militaires et académiques d'Israël sont très liées et je pense que c'est important pour les personnes qui ne le savent pas de comprendre que le service militaire est obligatoire en Israël pour absolument tout le monde. Et c'est 2 années complètes pour les femmes et 3 années pour les hommes. Donc on est sur presque la jeunesse de tout ce peuple. Et en fait, du coup, c'est vrai que c'est une chose commune au peuple israélien de faire le service militaire. Et du coup, ce statut de militaire, tous les civils israéliens l'ont, ce qui fait d'eux non pas des civils mais des soldats. Et ce qui fait en fait quasiment le seul ou le plus proéminent point commun qu'ils auront tous. Donc c'est vrai que la militarisation du peuple a vraiment banalisé chez eux les liens avec l'armée, a un peu flouté cette séparation entre l'armée et le reste des politiques et des autres institutions. On est vraiment sur un État militaire et sur un peuple militaire. Et du coup, c'est vrai que dans aucun domaine, l'armée n'est vraiment exclue, puisque la vie israélienne est quand même très proche de l'armée. Voilà, pardon, ça c'était une petite parenthèse. Ensuite, nous, à Genève, évidemment, du coup, quand on a commencé l'occupation, comme Yusra a dit, on avait 6 revendications, mais qui, en fait, étaient 6 aspects, plus ou moins, du boycott. Ce qu'on voulait, c'était le boycott, mais on voulait une prise de position claire, qui dénonce les violations des droits humains. On voulait un boycott, plus d'autres choses, en gros. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas eu le boycott. En tout cas, nous, on estime qu'on ne l'a pas eu. D'autres estimeront que oui, parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement nos accords, enfin nos partenariats stratégiques avec 2 universités israéliennes qui ont été rompus par la rectrice, et officiellement, selon elle et d'après elle, pour cause qu'ils n'étaient pas utilisés. Donc en fait, ils seraient devenus caducs parce que personne n'en avait besoin. Et ça, c'est nous, en vrai, peu importe la raison, on est satisfait du fait que ces relations soient rompues parce qu'on les trouve insensées au vu de ce qui se passe. Par contre, le problème avec cette situation,
c'est qu'en fait, il n'y a aucune garantie. Le fait que ce soit pas rompu parce que on n'entretient pas de relation avec un État qui viole le droit ou quelque chose comme ça qui est ancré dans le marbre, pardon, mais simplement parce que elle n'était pas utilisée, ça nous met dans la même situation de risque que tu as cité, où en fait, s'ils veulent la semaine prochaine ou l'année prochaine en créer d'autres ou en reprendre, ou on n'est pas du tout protégé vis-à-vis de ça. Donc nous, c'est vrai qu'on n'estime pas avoir obtenu un boycott académique. On se bat encore pour avoir quelque chose de périn, quelque chose qui garantisse qu'en fait, tant qu'il y a en Israël les violations du droit international et humain qu'on dénonce, les relations ne pourront ni être prises, ni créées, ni rajoutées, etc. Et ce que nous, on dénonce depuis le tout début de notre mobilisation, c'est que le boycott académique, on l'a eu pour la Russie. Et on l'a eu sans jamais le demander. Et on l'a eu 4 jours après l'invasion de l'Ukraine. Et il est venu de nos politiques parce que c'est totalement décent et cohérent de le faire. Et qu'en fait, là, on est dans une situation qui, en tout cas, en termes... on ne peut pas comparer les souffrances, mais qui, en termes de durée et d'intensité, ce qui se passe à Gaza et en Palestine, les chiffres sont plus gros que ce qui se passe en Ukraine. Et les réactions sont minimes vis-à-vis de ça. Et nous, c'est ce double standard et cette hypocrisie qu'il y a eu vis-à-vis de la Russie comparée à vis-à-vis d'Israël, et qu'on peut transposer par exemple encore une fois à l'Eurovision, qui a exclu la Russie mais qui ne le fera jamais pour Israël qui n'est même pas en Europe. Du coup on est dans ce sort de... Ouais, on comprend pas très bien pourquoi il y a tous les motifs pour, et pourquoi c'est pas mis en place. Et une dernière chose, tu as très bien expliqué que le savoir est utilisé par Israël à des fins politiques et militaires, et qu'effectivement, c'est pas que leur savoir à eux, c'est le savoir de tout le monde. Et c'était pas le cas à Genève, mais à l'EPFL, ils ont dû dénoncer, les militants ont dénoncé au moment des occupations, le fait qu'ils développaient des programmes d'intelligence artificielle pour l'armée israélienne. Parce que du coup, certains partenariats permettent effectivement des échanges de savoir qui sont hyper souhaitables dans plein de domaines, mais dans les domaines qui frôlent avec le domaine militaire, quand un État est déjà de base en guerre, mais là surtout en train de commettre un génocide, et de coloniser, de faire subir un apartheid à une autre population, tu peux pas leur donner des technologies de guerre ou de quoi... Enfin, nous, on trouve ça scandaleux, c'est criminel, et voilà, c'est ce qu'on dénonce. Et puis, juste pour préciser... Alors, pour les personnes qui ne savent pas, donc, les collaborations entre l'Université de Genève et les universités israéliennes, donc c'était deux liens principaux. Donc, le premier, c'était l'Université hébraïque de Jérusalem, qu'ils appelaient effectivement le partenaire stratégique. Donc, c'est un fonds qui était à disposition, donc de l'argent qui était à disposition à n'importe quel moment pour justement pouvoir financer en fait des études et des recherches qui pouvaient se faire entre l'Université hébraïque de Jérusalem et l'Université de Genève. Donc, en fait, des recherches qui n'auraient pas pu se faire autrement qu'avec ce fonds-là. Et puis, donc, ça, c'était le partenariat stratégique qui a été effectivement discontinué parce que, comme Maëva l'a dit, il était inactif depuis un certain temps. Et puis, le deuxième lien, c'était avec l'Université de Tel Aviv. Donc, ça, c'était de la mobilité, donc plutôt de l'échange d'étudiants qui aussi étaient inactifs depuis un certain temps parce que apparemment les conditions sécuritaires en Israël, c'est trop dangereux. Alors on se pose la question de pourquoi. Et puis donc comme Maëva l'a dit, donc le partenariat stratégique il a été discontinué. Et puis nous en fait ce qui nous plaît pas c'est que ça n'a pas été fait pour raison éthique. Parce qu'il y a un génocide, parce que c'est des universités qui participent activement à la colonisation, l'apartheid et au génocide, mais simplement parce que c'est un partenariat qui ne nous servait plus, qui fonctionnait plus. Et puis en fait, comme ça a été dit, il n'y a pas cette garantie que le jour où il y aura un chercheur ou une chercheuse à l'Université hébraïque de Jérusalem qui voudra faire une recherche avec quelqu'un à l'Université de Genève, à ce moment-là, on n'a pas de garantie que l'Université de Genève dise non, parce qu'il y a une violation des droits humains d'un côté. Et du coup, nous, on milite aussi avec nos nouvelles revendications, donc à ce que l'Université de Genève
fasse un boycott académique assumé et clair, donc vraiment dans les termes, pour que nous aussi on puisse avoir en fait cette garantie que les futures collaborations, que ce soit avec des universités israéliennes ou que ce soit avec d'autres pays qui violeront le droit international, que ce soit fait sur des bases éthiques en fait. Et peut-être ça peut être mis aussi dans les sources en bio, mais nous du coup, pour appuyer nos demandes, on a rédigé il y a maintenant plus d'une année un rapport complet sur nos recherches sur les universités dont Yousra a parlé. Et effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est des universités qui sont sur des territoires occupés, c'est des universités qui donnent des crédits supplémentaires pour service à l'armée, c'est des universités qui donnent directement, encore une fois, leur savoir à l'armée. Oui, voilà, on a pu relever... en fait, on a été accusé de dénoncer ces liens pour simple cause que les universités se trouvent en Israël. Et on peut assez facilement, avec très peu de recherche pour chacune de leurs institutions, se rendre compte que les liens sont directs, très assumés, très marqués. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en évidence dans ce rapport. Et je confirme que le rapport il sera dans la biographie de l'épisode. Et du coup, je voulais juste savoir si face à donc, vos revendications, à cette mobilisation, comment est-ce que l'université elle a réagi ? Est-ce que l'administration, la direction, les profs, est-ce que tout le monde était assez d'accord ? Est-ce que vous avez été soutenus ? Comment ont réagi les autres étudiantes ? Voilà. Au niveau des étudiants, nous, on a eu très peu, je pense, de mauvaises rencontres ou mauvaises discussions, parce que même les personnes à qui on a pu parler qui n'étaient pas foncièrement d'accord avec nous, on a réussi à avoir des bonnes discussions et des bons débats. Je pense que avec les étudiants, moi, j'ai senti qu'on était dans une bonne démarche. Après, on nous a souvent fait redescendre de l'administration que depuis notre apparition, d'autres étudiants ne se sentaient plus à l'aise. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'est jamais venu nous relever, ni anonymement, ni en personne, ni quoi que ce soit. Du coup, en termes d'étudiants, on a de la peine à visualiser qui seraient ces personnes. Elles sont peut-être quelque part, mais on n'a jamais pu le vérifier. Après, le corps professoral, moi, j'estime qu'à Genève, il a été très timide. Pas contre nous, mais très, très timide. À Lausanne, ils avaient directement... je crois, dès les 2-3 premiers jours, une 60aine de profs. Il y en a qui étaient présents à l'occupation. Il y a même un prof qui a vu son contrat non renouvelé au vu... c'est pas l'argument avancé par l'administration, mais c'est un des professeurs qui a apporté le plus de soutien à l'occupation de Lausanne. Et il n'a pas été réengagé l'année d'après, alors qu'il avait encore des étudiants en travail de master sous sa supervision. Nous, ici, je pense qu'ils n'ont pas voulu se mouiller. Et peut-être qu'ils ont raison, vu qu'ils risquent apparemment leur poste quand tu le fais. Et après, en termes d'administration, nous, on était carrément sur de la censure, beaucoup de mauvaise foi de la part de notre administration. Moi, j'ai pu, au tout début de la création de la CEP, être dans l'équipe de négociation, donc dans les premières discussions avec le rectorat. Il y avait une très grosse hypocrisie sur ce qu'on savait de la situation et de l'urgence, comme si c'était encore très flou, alors qu'on était quand même en mai, donc déjà... plus de 8 mois après le début du génocide, et on savait ce qui se passait, on savait déjà, nous on se retrouvait face aux arguments et le Hamas et les otages, alors qu'on avait beau montrer des chiffres, expliquer tout ce qu'on pouvait. Il y avait donc déjà cette grosse hypocrisie qu'il y a sur l'histoire et sur les faits là-bas. Et après, il y avait encore une grosse hypocrisie sur un soi-disant dialogue, parce qu'on avait une rectrice qui allait crier chez tous les médias et sur tous les toits qu'elle était un peu face à des jeunes très récalcitrants à l'idée de parler avec elle, et qu'elle avait essayé, qu'elle n'avait pas réussi, donc elle avait dû nous envoyer la police, alors qu'au final, nous, on a mis 5 jours à avoir un contact avec elle, alors que c'est évidemment la première chose qu'on a demandé en occupant. Le contact, il avait l'air à première vue de bien se passer. On a pu rentrer dans des négociations avec un conseil scientifique qui avait été créé par le rectorat, qui avait vocation à rédiger une charte éthique pour ce conflit et pour tous les autres, en fait, comme Yousra proposait quelque chose de plus périn et de plus sécuritaire, qui dit que en fait, les États qui violent le droit voient leur relation avec nous rompre. On a réussi, après des heures de négociation, à arriver plus ou moins à un truc, et la rectrice nous a appelés en masqué sur le numéro personnel d'une étudiante pour nous dire que en fait, c'était peut-être pas très clair, mais que si elle publiait le texte sur lequel on avait travaillé toute la journée avec le groupe de travail du comité scientifique,
elle ne le publierait que si le mouvement disparaissait à ce moment-là. Alors qu'en fait, nous, le texte sur lequel on avait travaillé permettait d'avancer, mais n'était pas du tout satisfaisant vis-à-vis de ce qu'on avait discuté et demandé. Et voilà, le lendemain, là, il y avait la police. On s'est fait tous arrêter. Du coup, moi, c'est pas du tout ce que j'appelle le dialogue, où on est chez les fous. Mais voilà, c'était très, très compliqué. On s'est vu face à une administration complètement fermée. Les médias genevois, je pense aussi que pour la plupart, ils nous ont beaucoup déçus parce qu'ils racontaient plutôt la version de l'institution que la nôtre alors qu'ils l'ont eue. Enfin, ils étaient là, on les voyait. Du coup, non, je pense que moi, j'ai senti de la part des étudiants et du corps universitaire beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide à ce moment-là. On était énormément à l'Occup et puis ça se passait très bien. On était en train de refaire le monde, honnêtement, un petit peu. Genre, on était de tout milieu, de tout horizon. Et sur ce projet commun, c'était très pacifique, c'était vraiment très intéressant. Et par contre, de la part des institutions et des personnes plus publiques ou politiques, une vraie récalcitrance et une vraie résistance à ce qu'on essayait de faire. Et puis de la répression, voilà. Une forte répression. Ouais, effectivement, au début, c'est ce que j'ai senti aussi de la part des étudiants. Il y avait énormément de soutien. Ce qu'on a pu remarquer d'ailleurs, par exemple, dans les rassemblements, ou rien que un peu dans le type de personnes qui circulaient dans le hall, c'était surtout des jeunes, surtout des étudiants, surtout, mais un peu, comme ça a été dit, de toute université qui venait... de toute faculté, c'est ça, de toutes les facultés, qui venaient se poser dans le hall parce qu'on avait aménagé un peu la zone avec des tables, des fauteuils. C'est d'ailleurs ce qu'on avait refait aussi pendant la deuxième occupation en mai 2025 dans le hall du Nimaï, où en fait on essaye de faire un espace un peu convivial où les gens peuvent venir se poser parce qu'effectivement c'est un peu la période des révisions, des examens. Donc avec des tables, des chaises, où il y a de l'espace où il y a un espace qui invite en fait les étudiants à venir s'asseoir avec nous. Et puis à ce moment-là, honnêtement, on le voit, il y a pas mal de soutien de ce côté, des gens qui viennent avec leur ordinateur pour réviser. Mais c'est vrai que pendant la première occupation, on était surtout entre étudiants, sinon entre peut-être des externes qui venaient, des parents, des personnes âgées qui avaient déjà fait du militantisme depuis 20-40 ans, puis qui venaient soutenir un peu l'occupation comme ça. Mais sinon, on avait l'impression que le noyau central, c'était surtout des étudiants. Et puis, c'est vrai que les profs, en fait, ils ont commencé à se mobiliser, en tout cas à ma connaissance, d'une manière plus visible, plutôt assez dernièrement. Il y a eu un collectif qui a été créé, il y a eu des lettres ouvertes qui ont circulé, qui ont été signées en fait par énormément de profs et de collaborateurs, mais simplement que ça reste un soutien qui est moins visible que ce qui a été... Tardif aussi, non ? Un peu tardif aussi, parce que c'est vrai que nous, à la première occupation, on était un peu, c'était un collectif d'étudiants qui, certains n'avaient jamais milité pour aucune cause, donc on avait commencé un peu le militantisme avec ça. Et puis même pour les personnes qui avaient déjà milité, c'était compliqué parce que c'était un autre contexte. Et puis on était un peu seuls comme ça. Et on n'avait pas forcément ce soutien en fait qu'on aurait voulu avoir de la part des profs. Et puis... aussi j'aimerais revenir aussi sur la relation avec le rectorat. Malheureusement, en fait, ça n'a pas changé, même dernièrement, depuis 2 ans que ça dure. Il y a toujours des rencontres avec le rectorat où elle nous invite à discuter dans son bureau selon ses termes à elle. Mais en tout cas, elle qualifie ça de rencontre informelle, alors que nous, on essaie quand même de mettre un peu les formes et de dire, en fait, on aimerait que vous prépariez des réponses à certaines questions, que ce soit vraiment une rencontre formelle, qui est le rectorat qui soit présent, peut-être un PV, vraiment quelque chose de sérieux. Et puis, où elle va insister et dire que, non, c'est une rencontre informelle. C'est comme si, en fait, on lui proposait d'aller prendre le thé et puis des petits gâteaux, et puis qu'on va discuter de nos vies respectives.
Donc en fait, c'est extrêmement dommage parce que nous, l'impression que ça nous donne, c'est qu'on n'est pas du tout pris au sérieux par le rectorat. Et puis à ce moment-là, malheureusement, voilà, ça nous encourage pas à vouloir continuer à discuter et puis à vouloir en fait nourrir un peu cette relation parce que on n'a pas l'impression que ça mène quelque part. Et comme j'ai dit, malheureusement, c'est toujours le cas aujourd'hui où le dialogue est très 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 compliqué avec le rectorat. Parce que voilà, ils sont extrêmement susceptibles et il suffit que on n'aille pas à une réunion et puis ils nous accusent en fait d'avoir coupé le dialogue. Et puis le pire, c'est qu'ils vont aller aussi parler sur les plateaux des médias en disant ces étudiants gauchistes qui sont perturbateurs. On nous a accusé un peu aussi d'être la minorité bruyante. Qui en fait viennent juste pour semer le chaos et puis qui en plus coupent le dialogue avec le rectorat, en fait en se faisant passer eux pour la partie qui en fait c'est ça, pour la partie victime, et puis nous avec nos occupations en fait on est vraiment victime, comme j'ai dit, vraiment la minorité bruyante qui va venir faire du bruit et faire des problèmes et déranger tout le monde. Et puis à côté il y a d'autres étudiants qui se plaignent de nous parce qu'ils se sentent mal à l'aise avec ces occupations. Et voilà, ce qui fait que ça nous met quand même dans une position assez, je dirais, désagréable quand même vis-à-vis du rectorat. Bon, du coup, on l'a vu, il y a une forme, je pense qu'on peut dire, de rejet institutionnel et même de criminalisation du boycott, alors que, on l'a dit, le boycott, c'est un outil de résistance qui est tout à fait légal. Il y a aussi une forte répression physique et symbolique des personnes qui appellent au boycott, et notamment des jeunes qui appellent au boycott. Le recours à l'intervention des forces de l'ordre, il est de plus en plus fréquent, et beaucoup déplorent la, entre guillemets, politisation des universités. Et je trouve que quand on y pense, c'est un peu bête parce que l'université, c'est un lieu de formation, de partage, de réflexion, de débat sur la vie publique et donc sur la vie politique. C'est en tout cas ce qu'écrit Jean-François Bayard, sociologue français enseignant à Genève, dans une tribune publiée sur Mediapart. Et il ajoute que la défense de la cause palestinienne, elle est souvent taxée d'antisémitisme ou de soutien au Hamas, au terrorisme plus globalement, et que c'est vachement dangereux parce que ces accusations, elles sont elles reposent sur une série d'amalgames, et deux, elles sont passibles de sanctions universitaires, mais aussi de poursuites pénales. Pour lui, défendre le droit à la parole étudiante, c'est donc défendre d'abord le droit à la recherche, à la liberté scientifique. Finalement, et je ne sais pas ce que vous en pensez ou comment vous le ressentez, mais c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une forme de déni de la parole étudiante, mais aussi une certaine infantilisation peut-être, infantilisation politique des étudiantes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense d'abord que pour le côté répression qui augmente, pour parler pour le cas de Genève, nous c'est très clair et très évident parce qu'on est on est dans une université assez vieille, quand même plutôt historique. Et à notre première occupation, quand la police est venue nous arrêter, c'était la première fois que la police rentrait dans le bâtiment pour arrêter des étudiants, malgré le fait que ce n'était pas les premières mobilisations sur d'autres sujets. Et depuis, nous, on a vu la police rentrer 5 fois dans les bâtiments. C'est devenu beaucoup plus normalisé et banalisé l'idée même que la police aurait quelque chose à faire à l'intérieur de l'université, alors que de nombreuses mobilisations non violentes comme la nôtre ont pu se terminer par des consensus ou des négociations abouties comme c'était notre souhait au départ. Donc oui, la répression et la comment je peux dire ça ? Silencisation, ça existe ? Silenciation. Bref, le fait de nous rendre silencieux, c'est sûr que ça a été très fort. Après, je pense que de manière générale, la répression est hyper forte concernant la cause palestinienne. Je pense qu'il y a des enjeux pour les personnes, pour les institutions et les politiques sionistes qui sont si forts et qui sont si, depuis longtemps et profondément ancrés, que pour faire lâcher, ça demande vraiment, je pense, du travail. Et je pense que c'est long, je pense que c'est très très long et on n'est pas les premiers
Moi, j'ai des copines qui manifestent pour la Palestine avec leurs parents qui manifestaient avec leurs parents. Donc c'est un peu ce qu'on essaye d'éviter, d'aller manifester pour la même chose avec nos enfants. Donc voilà, c'est sûr que la répression augmente. Et l'infantilisation, je l'ai aussi, en tout cas personnellement, fortement ressentie dans le sens où, dans nos discussions, par exemple, avec justement la rectrice, il y a toujours cet argument de « on comprend votre émotion », comme si ce que nous, on dénonçait, c'était le fait qu'on est en détresse et pas ce qui nous met en détresse. Et il y avait vraiment Nous, on a été traités comme si, en fait, c'était nous les plus sensibles. En fait, tout le monde subit ces images, mais nous, on n'arrive pas à y résister. Donc oui, elle comprend que c'est dur et que c'est dur pour nous, mais elle comprend pas que c'est dur pour les Palestiniens. Donc ce truc de, en fait, ce truc de privilégier, déconnecter et un peu aussi, un peu enfant, qui oui, la vie c'est dur, mais bon, voilà quoi, c'est comme ça, c'est la vie, et puis la guerre c'est la guerre, et puis oui, c'est moche, et puis tout le monde le sait, donc je sais pas pourquoi vous pleurez plus fort que les autres. Elle a à aucun moment légitimé ce qu'on dénonçait, et je pense ça doit être un truc de politicien et de langue de bois, d'essayer de au moins reconnaître notre émotion pour avoir reconnu quelque chose. Mais toute cette déconstruction de ce qu'on essayait d'avancer, qui est coupé court parce qu'en fait tout ce qu'on dit est faux, c'est ce qu'on ressent qui nous fait dire ça. Ça, c'était assez compliqué aussi de se battre contre ça, surtout que comme Yusra l'a dit, elle a la chance de pouvoir aller le raconter sur les plateaux télé. Donc c'est difficile de se défendre face à ça, alors moi, par rapport à cette question de l'infantilisation, je pense que j'en ai déjà un peu parlé, parce que en fait le sentiment général qu'on a à la CEP, en fait, quand on essaie vraiment de maintenir le dialogue avec le rectorat, c'est qu'on n'est pas pris au sérieux. Et puis surtout qu'à chaque fois qu'on ressort en fait d'une réunion, on est dépité, on a l'impression d'avoir perdu notre temps, d'avoir en fait un peu d'avoir été mené en bateau, parce que la rectrice est une politicienne, et puis du coup elle s'est très bien tournée autour du pot, et puis jamais donné en fait les réponses que nous on cherche, ce qui fait que à chaque fois on est toujours un peu content d'avoir enfin un rendez-vous avec le rectorat. On se dit peut-être cette fois-ci ça va être la bonne, peut-être que cette fois on va pouvoir discuter de nos revendications, on va pouvoir discuter de la situation. Et puis pendant 1 heure ou pendant 1h30 ça tourne autour du pot. Elle parle, et puis au final on ressort, puis on se dit mais en fait qu'est-ce qu'on a appris pendant cette réunion? Rien du tout. Et puis on ressort surtout avec beaucoup de frustration, et voilà, pour moi c'est vraiment le gros problème, où en fait sur papier il n'y a pas de rupture du dialogue parce que techniquement on a encore des réunions avec elle, mais en pratique, je veux dire 1 heure ou 1h30 de réunion où au final on ressort avec pratiquement rien, c'est juste épuisant pour nous, parce qu'on donne quand même de notre temps, on est étudiant à l'université, on a des jobs à côté, donc au final on se réserve, je sais pas moi, 1 heure pour discuter. Il y a la préparation avant, il y a le débrief aussi après, c'est quand même assez conséquent comme temps, et au final pour rien, comme j'ai dit, c'est vraiment inutile. Juste si je peux me permettre, je pense que c'est clairement leur stratégie de nous épuiser, et c'est pour ça que nous on essaye de toujours garder en tête que s'il faut durer, on dure, mais que notre objectif c'est pas du tout de durer, c'est d'obtenir ce qu'on demande le plus vite possible, et voilà, on va pas se laisser fatiguer. Du coup, avant de terminer et de parler revendications, je voulais parler d'un concept dont j'ai l'impression on parle pas assez, et qui pourtant est crucial pour comprendre ce qui se joue en Palestine, parce que on parle de génocide, parfois d'écocide, mais est-ce que vous connaissez l'éducide, ou le scholasticide en anglais? L'éducide, c'est la destruction systématique d'un système éducatif, et c'est ce qui se passe actuellement à Gaza. Dans un article pour Contretemps, le sociologue Pays Bay, je suis un peu désolée pour la prononciation, il rappelle que des milliers d'élèves, d'étudiantes ou enseignantes ont été tués, et que les universités et écoles gazaouis, elles sont entièrement détruites. Il explique qu'Israël est, je cite, un pouvoir colonial qui cherche sans relâche à effacer les traces de l'existence d'un peuple, de ses mémoires et de sa résistance,
et qu'il déploie une violence systématique contre ces espaces de savoir, les transformant en cibles privilégiées pour l'effacement de toute forme d'existence du peuple, de sa pensée critique et de ses revendications nationales et identitaires. Pour le dire autrement, c'est le monde universitaire palestinien en tant que lieu de production et de représentation qui est directement visé, puisque cette destruction, elle anéantit les conditions d'émergence d'une pensée palestinienne autonome. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille d'aller jeter un œil au site Picturing Scholasticide, disponible en arabe et en anglais. Avant de conclure, ça me semblait important de laisser la parole à d'autres collectifs étudiants qui se mobilisent eux aussi pour la Palestine et notamment pour le boycott académique. Et je leur laisse donc la parole. Bonjour, je suis un étudiant à Zurich et je fais partie du groupe Média pour Students for Palestine Zurich. Donc aujourd'hui je parle au nom de SJP. SJP c'est quoi? C'est Students for Justice in Palestine Reims. J'étais étudiant à l'université de Lausanne quand il y a eu l'occupation en mai 2024. Donc notre but est de pérenniser la lutte pour la cause de la libération de la Palestine sur le campus de Reims. Notre revendications sont relativement simples. Ça commence avec un boycott académique. Donc celle relative à notre administration, c'est déjà une prise de position officielle de notre école, reconnaissant le génocide à Gaza perpétré par l'État colon qu'est Israël. Après, on veut aussi une position claire de nos universités. Donc les universités où on est actif, c'est la ETH, la EPFZ, UZH et la ZHDK, c'est les universités d'art. On aimerait un statement clair qui parle du génocide à Gaza. Et donc en découle la requête d'arrêter tous les partenariats avec les universités et les entreprises israéliennes qui sont plus ou moins directement impliqués dans les crimes à l'encontre des Palestiniens et Palestiniennes. L'élaboration d'une liste des collaborations en cours avec des institutions israéliennes, leur interruption immédiate et ce jusqu'à ce qu'Israël respecte un cessez-le-feu permanent, le respect du droit international, la fin de l'apartheid et de l'occupation coloniale. Numéro 3, c'est de la solidarité avec le peuple palestinien. Ça veut dire concrètement qu'on crée un système qui facilite le processus pour des éducateurs et éducatrices de Gaza, pour des étudiants et étudiantes de Gaza, mais aussi que de la Palestine en général, pour venir et étudier en Suisse, enfin à Zurich, dans nos universités. Une politique proactive d'accueil et de soutien envers les étudiants et étudiantes chercheuses palestiniennes, similaire à ce qui avait été mis en place suite à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. La prochaine demande, c'est qu'on arrête avec toute cette répression. Donc pas de flics sur le campus. Ce que nous souhaitons aussi en interne, c'est que toutes les procédures à l'encontre des étudiants et étudiantes qui ont participé à des actions pour la Palestine soient abandonnées. Et finalement, une prise de position ferme dénonçant la destruction des universités gazaouis et le meurtre des académiques et étudiantes gazaouis. Numéro 5, c'est reconstruire les universités à Gaza. Pour nos revendications qui sortent du cadre de Sciences Po, elles tournent autour de l'anti-impérialisme et de l'anticolonialisme. Nous voulons que toutes les injustices envers les Palestiniens et les Palestiniennes et leurs descendants et descendantes cessent. Nous croyons à la solution à un État avec une véritable garantie du droit au retour. Et numéro 6, la consommation éthique. Ça veut dire qu'on aimerait un boycott, un consumer boycott. Donc on n'aimerait pas de produits qui viennent de l'entité sioniste, etc. dans nos universités. Enfin, il faudrait donc améliorer la lutte contre le racisme et l'islamophobie au sein du corps étudiant, mais aussi au sein du corps enseignant, car il semble que les discours de ce genre ont été décomplexifiés dans et hors les cours depuis 2023. Mais ils ont toujours ignoré nos demandes. L'administration n'écoute pas nos revendications et elle nous infantilise. Donc le boycott, on l'a obtenu, mais très longtemps après, avec énormément de luttes encore en plus. Mais du coup, face à la pression donc, des étudiants et étudiantes de Sciences Po, il s'est tenu donc un town hall à Sciences Po Paris, donc en présence du directeur Louise Vassy, donc pour que les étudiants et étudiantes puissent lui poser des questions, etc., de manière très directe. Mais où il y a eu beaucoup de travail de la part de beaucoup de personnes pour parvenir à ce qu'un rapport d'éthique soit élaboré par l'Université de Lausanne. Cependant, ça reste donc une discussion auquel il a répondu assez hypocritement, à notre sens.
C'est en se cachant derrière la neutralité de l'université, elle est en train de complètement cautionner le génocide à Gaza. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en 2025, il a été voté une nouvelle doctrine à Sciences Po, donc où l'école peut se réserver le droit de ne pas prendre position dans l'actualité politique afin de, je cite, préserver la pluralité des opinions, donc dans une supposée neutralité. Et l'université, comme je l'ai déjà dit, a réagi avec la répression. L'université a pendant un moment fermé des bâtiments entiers pour nous empêcher de nous rencontrer, pour nous empêcher d'avoir des AG. Ils ont envoyé beaucoup de mails menaçants de répression. Mais dans les faits, voilà, sinon ils nous envoient les flics. C'est pour ça qu'on continue à lutter, qu'on continue à faire des actions directes et qu'on continue à monter la pression. Pour finir sur un paragraphe d'un boycott légitime, le boycott, il permet de ne pas normaliser le gouvernement israélien et ses actions. Le boycott, on l'a vu, c'est un acte qui est juste et urgent. Je cite, « juste car c'est un acte de solidarité avec la société civile palestinienne, ainsi qu'un appui aux intellectuels et artistes israéliens qui refusent de collaborer à l'occupation et d'être utilisés comme des accessoires de propagande. Urgent car la société israélienne est en processus de fascisation, et ce sont les Palestiniens des territoires occupés, les citoyens arabes d'Israël et les réfugiés qui en paient quotidiennement le prix. » Fin de la citation. Ainsi, si le boycott académique des universités israéliennes y continue d'être présenté comme une atteinte à la liberté académique, je pense qu'il est important de rappeler que les universités gazaouis, elles n'ont plus aucune liberté académique ou même de liberté tout court. Les universités gazaouis, elles n'existent même plus. Ce que je veux dire, c'est que la position de non-boycott pour soi-disant protéger la liberté académique des institutions israéliennes, elle ignore complètement les libertés académiques du peuple palestinien et plus généralement leurs droits humains. Comme on l'a vu, la liberté académique, elle n'existe ni en Israël ni en Palestine. Ce qui existe par contre, c'est un privilège, une domination académique d'un groupe sur un autre. Ainsi, protéger la entre guillemets, liberté académique de quelques-unes revient essentiellement à protéger leurs privilèges. Donc avant de vous donner quelques recommandations sur le boycott ou plus généralement sur la Palestine, je laisse la CEP conclure avec ses revendications et peut-être ses conseils de boycott. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Alors nous, comme on a pu un peu l'aborder pendant la discussion, aujourd'hui on aimerait une prise de position qui rendrait plus sûre et sécuritaire la rupture de ces relations avec les universités israéliennes. On aimerait qu'elle soit ancrée dans une vraie prise de position qui permet de garantir qu'un changement de rectorat ou qu'un changement de semaine ne créera pas d'autres relations du type de celles qu'on a dénoncées dès notre création. Donc c'est principalement là-dessus qu'on se concentre, sur ancrer ce qui est pour certains une réussite, pour d'autres un échec, mais cette suspension des relations définitivement et leur donner un vrai cadre qui est celui du droit international. Après, je pense que pour le boycott, il faut effectivement encourager les gens à le faire à la hauteur de leurs moyens. Et puis je pense que le chemin le plus rapide vers une sorte d'indépendance dans son boycott et dans sa lutte pour le peuple palestinien, c'est vraiment le savoir. Voilà. Et c'est là que on revient sur tout ce que tu viens de dire, où le savoir est très attaqué en Palestine, parce que diriger le savoir, c'est diriger le récit, c'est diriger le peuple, c'est diriger même la vie des personnes extérieures, c'est diriger beaucoup de choses. Et que notre génération, la force qu'on a, c'est d'avoir accès à un savoir différent sur les réseaux sociaux. La propagande israélienne, elle a longtemps fonctionné sur une grande partie de l'Occident, parce qu'en fait, aucune contre-information ne sortait de là-bas, autre que celle qui était envoyée et dirigée par les politiques. Et aujourd'hui, je pense que ce qui s'est passé à Gaza a marqué et mobilisé autant parce qu'on a eu accès. Et Israël, certains ministres l'ont dit, ils savent que c'est une guerre d'information aussi. Ils sentent qu'ils sont en train de la perdre. Et je pense que notre meilleur outil là-dedans, ça a été les réseaux sociaux qui nous ont permis en fait d'entendre les voix palestiniennes qui sont tellement étouffées en Israël. Et voilà, ça leur a donné une sorte de micro et de caméra qu'ils n'avaient pas avant, que nous, on encourage les gens à aller écouter, à se renseigner. Il y a de nombreux films, de nombreux reportages, de nombreux livres.
il y a des podcasts. Et voilà, on encourage tout le monde, je pense. Enfin, en tout cas, moi, j'encourage tout le monde à se renseigner. C'est une situation qui a beaucoup trop duré, la situation en Palestine. Et voilà, j'espère que ça avancera avec notre génération et idéalement que ça s'arrêtera. Alors, le combat pour la libération de la Palestine, plus généralement, et puis plus spécifiquement, donc le combat pour le boycott académique à l'Université de Genève, c'est vraiment un combat de longue haleine. Donc, j'ai l'impression que on a tout de suite envie d'avoir des résultats en peu de temps, mais il faut se rendre compte qu'il y a des personnes qui militent pour ça depuis 20 ans, et puis la Palestine, ça fait depuis 48 qu'elle est sous occupation. Donc c'est vraiment un combat qui peut durer autant 5 ans, qui peut durer 20 ans. Et puis moi j'aimerais encourager les gens vraiment à ne pas lâcher, parce qu'en fait, il n'y a que la mobilisation internationale qui va permettre de justement redonner à la Palestine son droit à l'autodétermination et sa liberté. Et vraiment de continuer à soutenir le peuple palestinien par tous les moyens. Et puis, un des moyens, donc on en revient toujours, c'est le boycott. Donc le boycott économique. J'avais parlé d'une application donc au tout début où effectivement on pouvait scanner en fait les QR codes des produits qu'on voulait acheter. Alors cette application elle s'appelle Boycat. Et puis donc c'est un chat c'est l'image de l'application. Et puis en fait on peut scanner donc les QR codes des produits et puis après ça nous affiche en fait les raisons pour lesquelles le produit doit être boycotté. Et puis vraiment, ça nous aide en fait à consommer plus d'une manière plus éthique et aussi à consommer d'une manière plus locale, mais plus important quand même à consommer des produits qui ne participent pas au génocide. Et en fait, une fois qu'on connaît un peu les grandes marques, typiquement Coca-Cola, Nestlé, ce genre de choses, en fait, ça devient un peu une habitude. Et puis, personnellement, moi, je me suis rendu compte que le fait de ne plus aller au McDo, le fait de ne plus aller au Starbucks, un peu les marques à boycotter, en fait, c'est bien parce qu'on économise de l'argent et puis en même temps, on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment des marques qui sont pas du tout bonnes pour la santé. Donc, au final, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et voilà, c'est vraiment une application que ça prend 2 secondes pour scanner le QR code et puis pour consommer d'une manière plus éthique. Et donc, tout à l'heure, Maëva, tu as parlé de podcasts, de livres, de documentaires, etc. Je me demandais si vous aviez peut-être quelques recommandations sur le sujet de la Palestine, de la lutte palestinienne à partager avec les auditoristes. Du coup, pour la partie palestinienne, de manière générale, je pense qu'il faut faire un gros travail tout d'abord historique. Donc, aller vraiment chercher plutôt des livres ou des documentaires qui vont vraiment raconter historiquement parlant. Parce que comme Yousra l'a dit, c'est depuis 1948 l'occupation, mais en vrai on peut même dire que c'est depuis avant ça, parce qu'avant c'était occupé par les Britanniques. Du coup il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur l'histoire de la Palestine. Après concernant la situation à Gaza, qui, même si peut-être certains s'en rendent pas compte, la situation n'est pas mieux, la situation n'est pas réglée, la situation n'est pas finie, elle empire encore de jour en jour. Et comme mentionné déjà avant, les réseaux sociaux, malgré tous leurs défauts, ont eu l'avantage de montrer ce qui se passait là-bas. Il y a de nombreux civils journalistes qui sont apparus. Donc en fait des personnes enfermées dans la bande de Gaza et qui ont trouvé comme solution ou comme manière de lutter, de documenter ce qui se passait. Donc on peut citer entre autres Bissan, Motaz. Vraiment il y a beaucoup de profils, je pense que qui permettent de vraiment... C'est dur à regarder et c'est dur à comprendre. Et moi, j'ai tout le temps un peu peur de cette sorte d'anesthésie de l'image qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il ne faut pas en abuser et pas en fait s'abreuver de violence jusqu'à ce qu'on ne soit plus choqué par celle-ci. Mais en tout cas, c'est des comptes qui permettent vraiment de voir factuellement l'état des destructions et la vie que les personnes mènent sur place en ce moment. Voilà, c'est, je pense, des premières sources très intéressantes pour réaliser la gravité de la situation. Moi, franchement, il y a eu, comme Yousra l'a dit, on a, je pense, tous vu ces mêmes images, mais on a vu des choses qui
dans ce qu'on nous avait inculqué en termes d'histoire et de récit, devait appartenir au passé, des choses qu'on était censé jamais voir de nos yeux, même à travers un écran. Et voilà, je pense que du coup, rien que les réseaux sociaux, c'est déjà un très bon premier pas pour comprendre la situation. En matière de livres, perso, je conseillerais les livres de l'auteur palestinien Ghassan Kanafani, donc Ghasan, Kanafani, Kanafani. Donc c'est un auteur palestinien qui était aussi militant, qui a été tué au Liban en 1972. Et puis lui, il a écrit pas mal de livres qui sont super intéressants justement sur l'histoire de la Palestine, sur la lutte aussi pour la libération. Et puis c'est un auteur qui est vraiment très 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 connu en Palestine, donc qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Après, il y a pas mal de films aussi qui parlent justement de la réalité en Palestine. Je peux vous en dire quelques-uns, mais ils seront aussi dans la biographie. Par exemple, moi j'avais vu Born in Gaza, et puis il y a aussi Children of Shatila, donc c'est des films qui racontent un peu l'histoire de la Palestine. Il y a un film qui s'appelle tout simplement Omar, O-M-A-R. Il y en a un qui s'appelle Farha, Eyes of a Thief, Salt of the Sea. Donc voilà, c'est des films qui sont faits par les Palestiniens, n'hésitez pas à les voir. Il y en a certains qui sont plus émotionnels que les autres. Dernièrement, il y a aussi le film The Voice of Hind Rajab. Moi, je suis allée le voir au cinéma et franchement, préparez les mouchoirs parce que c'est vraiment très, très, très émotionnel. C'était intense, mais c'est vrai que ça nous rappelle un peu la réalité de là-bas. En fait, que eux, c'est ce qu'ils vivent tous les jours et puis qu'il ne faut pas se laisser tromper par les histoires de cessez-le-feu, parce que le génocide, il continue, les bombardements, ils continuent. Et il faut se dire aussi que si on voit moins d'images de là-bas, c'est pas parce que ça va mieux, c'est parce qu'en fait, ils ont pratiquement tué tous les journalistes. Donc, il faut continuer à se renseigner, continuer à militer, continuer à boycotter. Et puis, on espère qu'un jour, on pourra avoir une Palestine libre. Oui, et pour les documentaires, pour les personnes qui... moi, je sais que c'est le cas beaucoup dans mon entourage. J'ai des personnes qui comprennent et entendent la gravité de la situation à Gaza, mais qui ont de la peine à ancrer ça dans le contexte historique et de toutes les violations des droits des Palestiniens qu'il y a eu avant. Un documentaire qui est assez intéressant pour ça, c'est No Other Land, dont vous avez peut-être entendu parler, qui avait fait beaucoup de bruit. Et en fait, le documentaire s'arrête au 7 octobre 2023. Donc tout ce qu'on voit dans ce documentaire, c'est la situation dans n'importe quel village occupé de Palestine et pas du tout dans la bande de Gaza, qui est quand même un cas exacerbé et très à part dans la question palestinienne. Voilà. Donc pour ceux qui aimeraient juste avoir une idée plus générale de ce que c'est subir l'apartheid que les Palestiniens subissent, No Other Land, c'est un très bon documentaire aussi. De toute façon, je mets tout dans la bibliographie. Je crois que depuis tout à l'heure, on dit biographie, mais c'est bibliographie. Ouais, c'est bibliographie. Moi, je voulais pareil vous recommander 2 documentaires. Le premier, c'est Jenin, qui est sorti en 2002 et qui donne la parole aux réfugiés du camp de Jenin. Et le deuxième, c'est The Shadow of the West, qui date de 86 et qui remet le sujet israélo-palestinien au cœur du projet impérialiste occidental. Au niveau livre, j'ai pas grand-chose à rajouter. Récemment, j'ai lu si vous voulez faire un travail plus historique sur la question du sionisme, j'ai lu récemment le livre Antisionisme, une histoire juive, qui est sorti en octobre 2023. Et c'est plein de textes qui sont assez courts, qui reviennent, qui sont historiques, certains qui datent du XXe, d'autres du XXIe siècle. Et je pense que c'est important de faire vraiment cette distinction entre sionisme et judéité, mais aussi de comprendre que ce que c'est l'antisionisme. Voilà. Et enfin, je vous conseille d'aller jeter un œil aux cartographies disponibles sur Documenting Academic Complicity, qui est un site web qui répertorie les institutions académiques européennes complices, et notamment les institutions françaises. Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous avez appris des choses sur le boycott, et plus précisément sur le boycott académique. J'espère qu'on vous a donné envie de militer. Ouais, si je peux faire la petite seconde com' pour les étudiants qui nous écouteraient,
Vous êtes tous les bienvenus, vous pouvez nous joindre sur Insta, vous pouvez peut-être nous croiser, on fait souvent des permanences dans l'université. Mais en tout cas, on est ouvert à absolument tout le monde, on a besoin de personnes pour continuer à lutter. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre ou à nous soutenir d'une autre manière. Voilà, donc ça c'est pour les Genevoises. Et j'espère que l'épisode il vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Et pareil, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je veux vraiment remercier la CEP pour leur participation à l'épisode, mais plus généralement pour leur action. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à très vite. Bisous!